vous avez tous entendu parler du champ magnétique terrestre qui nous protège d'un certain nombre de particules. Vous savez, j'imagine, de toute façon, il va nous le passer en revue, le fait que notre champ magnétique varie, il varie en déclinaison, il varie en intensité aussi. Vous savez aussi qu'il y a eu pas mal de fois des changements de polarité. Et concernant l'enregistrement haute résolution de son intensité, par exemple, on a beaucoup de difficultés à documenter ces variations fines au-delà du million d'années. Mais c'est là où le paléomagnétisme sensu stricto trouve ses limites, mais la géochimie, et notamment via l'utilisation isotope, du beryllium 10, nous permettrait de rallonger fortement, jusqu'à peut-être plusieurs millions d'années, l'enregistrement de notre champ magnétique terrestre. Et donc ça, c'est un sujet que Quentin aborde maintenant depuis de nombreuses années. Il est paléomagnéticien au sens strict du terme, des compétences qu'il a acquises quand il était en thèse à Montréal. Et depuis 2013, il est postdoctorant puis chercheur CDD au CEREJ, où il contribue fortement à développer cet outil. Et donc, je lui laisse tout de suite la parole, puisqu'il en parlera bien mieux que moi. Merci, Quentin. Je te laisse la parole. Merci, Pierre. Je vais partager mon écran. Vous m'entendez bien? Oui. Super. C'est l'introduction normale pour toute présentation Zoom, de toute façon, je pense, actuellement. Donc, merci Pierre pour l'invitation. Alors moi, je vais changer un peu de sujet. Je ne vais pas faire de la datation radiométrique, ça ne se situe. Quoique, je vous invite éventuellement à rester jusqu'à la fin pour une petite surprise. Alors moi, je vais vous montrer, je vais parler d'une application de la géochimie pour restituer les variations d'intensité du champ magnétique terrestre. Alors, pas vraiment pour remplacer le paléomagnétisme, qui reste vraiment la pierre d'achoppement de ces études, mais comme complément indispensable pour, à mon avis, affiner et améliorer les études du champ. Alors, les résultats, je vais vous montrer ici, ont été acquis dans le cadre de 2 projets de recherche principaux, une ANR et une ERC, avec des collaborateurs ici, qui étaient les porteurs des projets, Nicolas Touvny, Didier Borlès du CEREJ, Jean-Pierre Vallée de l'IPGP et Franck Bassineau du LSCE. Alors, si je fais une petite plongée vers l'intérieur de la Terre, le champ magnétique terrestre, il est entretenu et créé par un effet de dynamo qui est produit alors par un brassage de fer liquide dans le noyau externe. Donc ici, vous avez le noyau externe, le noyau interne ici. Et ce mouvement qui est créé par la convection thermique et compositionnelle va engendrer un brassage et donc des champs électriques qui vont in fine engendrer un champ magnétique. Alors tout ça intervient avec la pseudo-force de Coriolis, et donc ces lignes de champ vont être enroulées ici autour de ces colonnes convectives et ressortir sous forme de lignes de champ. Alors ici on se trouve dans le noyau de la Terre, et vous allez voir tout à l'heure, je vous montrerai une image, on voit que principalement ce champ est dipolaire. Alors, si on revient à la surface, on connaît tous évidemment la déclinaison, qui est l'angle que fait la boussole entre le pôle nord magnétique et le pôle nord géographique. Et cette déclinaison il y a des données de déclinaison qui ont été les premières ici, le premier point ici qui a été quantifié en 1590 par des marins, et depuis elle est cataloguée, elle est archivée, alors progressivement avec des observateurs, etc. Et on voit que bon an mal an, cette déclinaison, elle varie dans l'océan Arctique, elle a varié dans l'océan Arctique canadien avec une amplitude relativement faible, et depuis un siècle et surtout depuis 3 décennies, on voit qu'elle s'accélère, et donc la dérive de cette déclinaison s'accélère de plus en plus. Donc le champ là est vraiment très dynamique au sens humain du terme, finalement. Alors, si je veux être complet sur les directions du champ, on a aussi l'inclinaison que ferait la boussole si elle pouvait s'orienter dans les 3 directions. Et au niveau du pôle nord magnétique, cet angle d'inclinaison serait tout à fait vertical et plongerait vers le noyau. Alors, ce qui va m'intéresser un peu plus ici, ça va être l'intensité, les variations d'intensité du champ magnétique terrestre. Et ces variations d'intensité, elles sont aussi quantifiées depuis un petit paquet d'années. Pardon, je joue ici avec des petits boutons, voilà, je vois. Pardon.
Donc, on voit ici des données depuis les premières observations, qui datent après Gauss, 1836, les premières observations de l'intensité du champ magnétique terrestre. Ici, vous avez deux modèles qui prennent toutes les données disponibles et qui vont les quantifier, les dériver en harmoniques sphériques. Et quand vous utilisez les trois premières composantes des harmoniques sphériques ici, vous pouvez calculer un moment dipolaire. Alors, le moment dipolaire, il va être exprimé en 10 exposant 22 ampères mètre carré. Ça, c'est une unité que je vais beaucoup utiliser par la suite pour discuter de mes paléos. Alors, moi, je suis intéressé par les reconstitutions paléo, puisqu'on se rend bien compte que cette partie-là, elle est relativement courte. On a 150 ans, plus ou moins, un peu plus d'enregistrement. Mais on voit qu'au cours de cette période avec des enregistrements, on a une variation de l'intensité qui est importante, de l'ordre de 5% par centaine d'années. Et ici, si je prends entre 2020 et 1920, le champ a perdu 0,5 de ces unités. Donc, c'est relativement important. Et ce qui va nous intéresser, c'est de voir quelle est cette dynamique de variation d'intensité du champ dans le passé. Alors ça, c'est particulièrement important ici dans le cadre de cet après-midi. Évidemment, moi, c'est mon objet d'étude. On verra aussi, j'imagine, je sais, par la suite que ces variations d'intensité, elles ont un impact majeur sur la datation du radiocarbone. J'en parlerai un tout petit peu ici, mais vraiment rien du tout. On sait aussi que les variations du champ magnétique terrestre, c'est depuis 160 millions d'années véritablement le code-barre géochronologique de toutes les études paléo. Alors, ça ne permet pas une datation d'avoir des âges absolus. Par contre, ça permet de corréler beaucoup d'enregistrements entre eux. Pourquoi? Parce que le champ magnétique terrestre, au cours de son histoire, il s'est inversé de manière assez fréquente. Et ça, on le sait depuis les travaux de Bernard Bruns au début du XXe siècle. Et depuis, il y a eu beaucoup d'enregistrements qui ont été faits. Et la première modélisation très simplifiée de ces inversions date de 1995, ici dans un papier de Nature, Glasmayer et Roberts, où on voit les lignes de champ magnétique. Ici, pour simplifier le propos, j'ai fait deux cercles. Ici, on a le noyau et ici la surface. Donc, on voit qu'au niveau du noyau, donc quand je parle du noyau, on a le noyau interne, on ne le voit pas ici, mais c'est vraiment le noyau externe. On voit qu'on a toute une série de lignes de champ magnétique qui vont s'enrouler. Donc ici, on est dans un champ normal, avec les lignes de champ qui vont rentrer par le pôle nord magnétique et sortir par le pôle sud. Alors, on voit directement ici qu'à la surface, le champ est principalement dipolaire. Si on va à la limite manteau-noyau, c'est beaucoup plus complexe que cela. Alors, ce que cette première simulation modèle finalement a montré, c'est que entre un champ inverse et un champ normal ici, on a ces pelotes de fils d'intensité de champ magnétique terrestre, qui vont progressivement tourner et ce faisant vont perdre leur nature dipolaire et se retrouver avec un champ multipolaire ici pendant la période de transition pour retrouver un champ normal ici. Alors, le but de la présentation ici, ce n'est pas de décrire ces processus-là, mais simplement de montrer que pendant cette période-là de champ non dipolaire, pendant cette phase de transition, on a une chute très significative de l'intensité du champ magnétique terrestre. Et ça, c'est particulièrement intéressant pour mes applications ici. Alors, ça, c'est un modèle simplifié, mais on le sait aussi, ici, par exemple, depuis 2 millions d'années, il y a eu 5 inversions du champ et les données montrent que systématiquement, on a donc des données paléomagnétiques, on a une diminution significative de cette intensité du champ. On peut remonter plus loin dans le temps encore et c'est systématique. Les inversions sont caractérisées par une diminution significative de cette intensité du champ. Alors, simplement ici pour poser un peu le contexte, finalement, ici dans une après-midi consacrée aux isotopes, pourquoi on s'intéresse au champ magnétique terrestre? Simplement, je dirais pas simplement, mais parce qu'il reflète vraiment l'activité au centre de notre planète. Et donc, c'est des observations indirectes, mais sur les mouvements des fluides à l'intérieur du noyau. Et ce que vous voyez ici, par exemple, je ne vais pas faire le détail, mais c'est à partir de données de 2015, de surface et de satellite. On a fait une assimilation de ces données et ce que vous voyez ici, c'est la surface du noyau interne, donc la graine est ici, et vous avez l'enroulement de ces lignes de champ ici et ces colonnes convectives qu'on voit ici.
Donc ça, c'est intéressant parce que ces données paléomagnétiques-là nous permettent d'avoir une image de ce qui se passe, de la dynamique à l'intérieur de notre planète et finalement de toutes les planètes qui possèdent un champ magnétique terrestre. Alors pourquoi aussi, et je dirais surtout, parce que ce champ magnétique terrestre, il constitue un bouclier, on parle de la magnétosphère, il nous protège des vents solaires et des rayonnements cosmiques, et ça je vais en reparler évidemment par la suite, mais cette image-ci vous montre des satellites. D'abord, le fond des images vous montre l'intensité du champ en surface. On voit qu'il est principalement dipolaire, avec des champs plus forts au niveau des pôles, avec des champs moins forts au niveau de l'équateur. Quoique, ce n'est pas aussi simple que ça. Surtout, ce qu'on voit, on voit une tache d'anomalie ici, qui est l'anomalie sud-atlantique. Et les points blancs que vous voyez ici, c'est des défaillances de satellites. Alors ici, c'est Topex Poséidon. Ici, c'est la constellation Swarm avec les 3 satellites de la constellation Swarm. Et on voit toutes ces taches blanches sont des problèmes qui ont été reportés sur ces satellites. Alors tout de suite, on voit l'importance ici de cette intensité du champ sur ces satellites. On imagine bien que si cette intensité continue à diminuer à l'échelle globale, ici, on peut avoir plus de problèmes sur nos réseaux électriques et nos réseaux de communication. Alors, pourquoi? C'est aussi intéressant, évidemment, pour les animaux qui utilisent le champ magnétique tant en intensité qu'en direction pour leur migration. Les humains aussi l'ont utilisé depuis de nombreuses années et continuent à l'utiliser, ce qui a notamment généré, début d'année dernière, un peu d'excitation dans la presse, puisqu'on a dû remettre à jour le modèle magnétique qui était dû pour 2025, mais avec la dérive accélérée, on a dû mettre ça à jour rapidement. Alors ici, un intérêt qui est un peu plus, en bon franglais, je dirais tentatif, c'est le lien entre le vivant et le champ magnétique terrestre, avec notamment des extinctions ou des mutations avec les rayonnements ultraviolets. Alors ici, vous avez un papier qui était assez intéressant, notamment qui essayait de faire un lien entre les renversements et des potentielles extinctions. Alors les données, à mon avis, statistiquement, ne prouvent pas grand-chose. Par contre, le modèle a une certaine élégance. Et notamment, ici, ce qu'on voit, c'est un modèle de champ comme Mars. On sait que Mars a eu un champ magnétique terrestre. On sait que Mars n'a plus de champ magnétique terrestre. On sait que Mars avait une atmosphère. Mars n'a plus d'atmosphère. L'hypothèse principale de cette érosion de l'atmosphère martienne est liée à cette interruption du champ magnétique terrestre, de Mars. Donc, il y a un lien assez fort. Alors ici, on a une figure d'un papier qui essaye de trouver des liens entre ces variations d'intensité du champ et des extinctions des grosses espèces, des gros mammifères, et ou l'extinction de Néandertal, ici au niveau du Lachan. Encore une fois, ça c'est très difficile à prouver, effectivement, tant parce qu'il y a des incertitudes sur les âges, tant qu'il n'y a pas beaucoup de restes de Néandertal, et il faudrait être capable de prouver effectivement qu'on a des mutations et des taux de cancer, par exemple, plus importants pour les Néandertaliens. Néanmoins, c'est des hypothèses qui sont discutées. Enfin, ici, je dirais l'intérêt du champ magnétique terrestre, ça va être pour la géochronologie, la magnétostratigraphie. On l'a vu à très long terme avec les cycles, avec les variations, les cycles d'inversion, pardon. Ici, sur l'encart, vous voyez ici, vous retrouvez ce code barre avec les inversions. Donc, chaque fois qu'on est en noir, on est dans une polarité normale. Le pôle nord est au nord. Et en blanc, c'est l'inverse. Et ce qu'on voit ici, à l'intérieur de ce carré noir, c'est des traits blancs. Et ceci, c'est des excursions. Alors, les excursions, c'est des inversions qui ont échoué, finalement. Donc, pendant un très court laps de temps, on a le champ qui a diminué d'intensité. La direction a fait une excursion de l'autre côté de sa polarité et s'est rétablie. Donc ça nous donne une seconde clé de lecture importante pour la géochronologie, puisque si on est capable d'identifier ces excursions, on peut corréler toute une série d'enregistrements paléoclimatiques entre eux. Et ça, c'est vraiment important. Ce que vous voyez ici, c'est toute une série de nomenclatures, en fonction des pays, etc. Chacun a sa nomenclature différente, ce qui ne facilite pas toujours les corrélations entre séries climatiques. Et donc, le paléomagnétisme ici, et vous le verrez, le beryllium 10 permet de corréler ces séries entre elles, ce qui permet d'avoir des discussions assez pertinentes. Alors, notamment, ces inversions du champ ici peuvent servir de marqueurs primaires
vraiment très important pour ces variations ici, pour ces échelles stratigraphiques, pardon. Et j'ai eu l'occasion en début d'année de participer, enfin, ça fait un travail de longue date, mais en début d'année, on a eu la ratification formelle de la limite entre le Pléistocène moyen et inférieur ici, et qui correspond à la dernière inversion de polarité. C'est un travail auquel j'ai pris part ici. Et ça correspond à une séquence exondée au Japon, dans laquelle on a des taux de sédimentation très forts et la dernière inversion de polarité enregistrée. Je vous montrerai des résultats par la suite. Bon, les outils et les méthodes pour reconstruire les variations de paléointensité depuis de très nombreuses années, on a effectivement les observations, alors satellitaires depuis 1979, premier satellite, les stations d'observation, ici Chambon-la-Forêt. On a ici, ce que vous voyez, c'est les routes maritimes, et les marins faisaient des mesures de la déclinaison et les rentraient dans leur cahier, et donc on a pu les compiler et avoir ces données-là. Alors, si on remonte un peu plus loin, on a deux types d'enregistrements. Si on va utiliser l'aimantation thermorémanente dans les artefacts archéologiques, ici des poteries, ou principalement des coulées de lave. Alors, ces coulées de lave, elles ont l'énorme avantage de remonter très loin dans le temps et nous permettent d'avoir des intensités absolues. Néanmoins, elles ne sont pas continues, et il y a pas mal d'incertitudes aussi sur les différentes méthodes pour obtenir ces intensités. Alors, si on veut obtenir des variations en continu, on a les sédiments marins ici, mais qui vont nous donner une information relative sur ces variations des millions d'années. Enfin, on a l'aimantation du sol, du plancher océanique, qui nous donne une information avec des pas de temps très, très larges. Alors moi, ce que je propose ici, on est quand même dans une conférence isotopique en géochimie, je propose ça fait quelques années, une méthode originale qui est basée sur le nucléide cosmogénique, le beryllium 10. Alors j'ai souligné atmosphérique, parce que je pense dans la présentation préalable, on a parlé des nucléides cosmogéniques, il s'agissait d'in situ. Alors finalement, c'est le même élément, c'est le beryllium 10, mais le in situ va être produit, comme son nom l'indique, dans les roches. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes types d'applications. L'in situ va permettre beaucoup de choses au niveau de la datation, puisque sa principale variable d'ajustement va être le taux d'exposition de ces roches au rayonnement cosmique. Donc, va permettre de dater les processus géomorphologiques, les processus climatiques, etc. Donc, ce n'est pas exactement mon cas ici. Moi, je m'intéresse à la version atmosphérique, donc qui va être du beryllium 10, qui va être donc produit dans l'atmosphère par réaction de spallation entre des atomes d'azote et des atomes d'oxygène. Donc, on va y avoir des particules hautement énergétiques du rayonnement cosmique galactique qui vont arriver dans l'atmosphère. Puisqu'elles sont très énergétiques, elles vont produire ces cascades, donc ces réactions de spallation, qui vont donner issue au beryllium 10, qui représente un résidu de ces réactions. Vous voyez ici ce beryllium 10. La chose la plus importante, principalement pour moi ici, c'est que ces particules du rayonnement cosmique galactique vont être chargées, et donc elles vont être déviées par la magnétosphère. Donc on a cette relation fondamentale qui va lier la production de ce beryllium 10 atmosphérique avec le moment dipolaire géomagnétique, donc qui est mon sujet d'étude. Alors ça, c'est une relation qui est absolument fondamentale ici. Donc le taux de production du beryllium 10 atmosphérique en fonction du moment dipolaire, c'est une relation qui a été établie par Polyanov. C'est la dernière mouture de cette relation, mais c'est une relation qui avait été établie dès la fin des années 60 par Elsasser, Lal et plusieurs autres collaborateurs. Ici, j'ai listé différents papiers importants, princeps de cette relation ici. Donc, on peut, si on arrive à reconstituer ces variations des taux de production du beryllium 10, à reconstituer des moments dipolaires directement. Alors, vous voyez ici que la bande grisée, ce n'est pas vraiment une incertitude, c'est lié à un facteur de modulation potentielle qui exprime les variations du Soleil. Alors, le Soleil va avoir aussi un champ magnétique qui va dévier aussi les particules de rayonnement galactique. Sauf que l'activité du champ magnétique du Soleil est à beaucoup plus haute fréquence. Donc, moi, ici, dans mes enregistrements géologiques, ces variations haute fréquence vont être lissées. Et donc, cette barre grisée ici, finalement, va être réduite à cette ligne ici moyenne. Donc, je m'intéresse vraiment à cette relation ici fondamentale entre taux de production et moment dipolaire. Alors, une chose importante aussi, une fois que ce beryllium 10 est produit dans l'atmosphère, il est rapidement lessivé en 1 ou 2 ans. Contrairement au carbone 14, il n'est pas inclus dans un cycle compliqué du carbone.
alors qui n'est pas compliqué, mais qui va inclure, enfin qui n'est pas compliqué, si, un peu compliqué quand même, pardon. Donc ce beryllium 10 est très rapidement lessivé et il va se retrouver dans les carottes de sédiments marins. Mais ce qui va m'intéresser, évidemment, c'est de récupérer ce beryllium 10. Mais ce beryllium 10, il va s'absorber à des particules qui sédimentent et les concentrations qu'on va retrouver dans les sédiments marins vont dépendre au premier chef des propriétés minéralogiques, taille des grains de ces particules. Donc ça, il faut qu'on normalise absolument ce type d'événement pour récupérer la concentration originale qui est liée au taux de production. Et ça, donc, on va avoir besoin d'une normalisation. Et cette normalisation, ce qu'on utilise comme normalisation, c'est le beryllium 9, alors qu'il a exactement les mêmes caractéristiques géochimiques que le beryllium 10, donc qui va être absorbé de la même manière. Donc, normaliser le beryllium 10 par le beryllium 9, ça nous permet de minorer ou disons de minimiser l'influence des variations lithologiques. Donc on va parler du BE ratio. Parce que vous voyez ici quelques exemples du lien entre le beryllium 9 et des propriétés sédimentologiques, que ce soit le contenant en fer des sédiments, la taille des grains, les carbonates ou la susceptibilité magnétique ici. Donc on voit qu'on a ce lien ici. Donc le BE ratio nous permet d'avoir une information directe, d'obtenir une information directe sur les paléotaux de production. Alors rapidement, en laboratoire, ce qui va nous intéresser, c'est de désorber ce beryllium 10 et ce beryllium 9 adsorbés sur les grains. Donc on va on va faire une solution de lessivage, hydroxylamine avec acide acétique ici, à chaud pendant 7 heures avec un brassage, donc dans un bain. Donc on va récupérer ici notre lessiva. On va mesurer le beryllium 9 solubilisé, ici par spectrophotométrie d'absorption atomique. Et on va faire une purification de séparation chromatographique du beryllium 10 pour essayer d'obtenir un oxyde de beryllium le plus pur possible pour cathoder. Ici, ça c'est une roue de notre accélérateur, ici Aster au Cérège. Donc là, ce que vous voyez, c'est astérisque, donc à Aster, donc avec les échantillons qui vont être introduits ici dans la source. Un étage finalement d'accélération. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une accélération? Parce que les beryllium 10, l'isobar du beryllium 10, donc le bore 10, est 10 exposant 8 fois plus important que le beryllium. Donc c'est impossible de séparer les deux par spectrométrie de masse. Donc on a besoin d'un étage d'accélération pour aller travailler sur le numéro atomique et séparer en perte d'énergie ces deux éléments ici. Donc au niveau de la feuille absorbante ici, on va séparer les isobars, c'est vraiment le plus important, et récupérer notre beryllium 10 ici. Donc on parle du BE ratio avec le beryllium 9 qui est mesuré par spectrophotométrie d'absorption atomique et le 10 qui est calculé sur le rapport mesuré ici à l'accélérateur. Donc on a deux méthodes indépendantes pour reconstruire les variations de paléointensité. Ça, c'est la méthode, je dirais, historique, le paléomagnétisme. Alors ici, c'est des résultats de laboratoire. Donc normalement, si tout allait bien dans un monde formidable, on aurait une intensité du champ magnétique qui devrait être reproduite avec une ligne 1,1 avec les aimantations détritiques normalisées. Ce n'est pas complètement le cas. Alors ici, on est dans des conditions de laboratoire parfaites. Vous imaginez bien que dans des sédiments marins, c'est encore plus loin d'être le cas ici. Donc, cette aimantation naturelle rémanente, ici, elle va être normalisée et elle dépend d'un facteur, elle est directement proportionnelle au champ ancien avec un facteur alpha inconnu. Ici, si on utilise cette méthode de géochimie du beryllium 10 ici, on va pouvoir finalement avoir une donnée directement sur le moment dipolaire à partir des rapports du beryllium 10 sur beryllium 9 photigénique qui sont calibrés en termes de taux de production. Je vais vous montrer des exemples par la suite. D'abord, des enregistrements cosmogéniques et paléomagnétiques de la dernière inversion de polarité, donc il y a 773 000 ans, donc c'est l'inversion Brunns-Matsuyama. Ici, on a deux carottes, une carotte équatoriale et une carotte dans le nord de l'Atlantique. On voit en noir ici l'inversion de la polarité. En rouge, vous avez le BE ratio, donc qui va traduire la surproduction du beryllium 10. En bleu, ici, vous avez la paléointensité. Alors, tout ça, c'est des données qui sont produites sur les mêmes échantillons. Donc, l'échelle ici, c'est en profondeur de sédiments de la carotte.
Et donc, vous voyez que vous avez ce pic ici de surproduction qui intervient au moment de l'inversion de la polarité ici. Et ce qu'on voit, c'est que pour deux carottes différentes, on a des pics qui sont sensiblement les mêmes pour le beryllium 10 et des expressions de la paléointensité qui sont un peu différentes. Alors, ce n'est pas l'inversion qui était différente ici, c'est clairement l'enregistrement qui enregistre de manière différente ici. Donc, on comprend ici le couplage, l'intérêt de coupler avec le beryllium 10 pour comprendre les artefacts d'enregistrement. Si on s'intéresse à la dernière excursion, je vous ai parlé tout à l'heure d'excursion, la dernière excursion géomagnétique, je dirais indubitable, c'est le Lachant, qui a eu lieu il y a 41 000 ans ici. Donc, on a une carotte équatoriale ici avec l'enregistrement de cette excursion en intensité relative et le BE ratio dans les mêmes échantillons, on voit qu'on a un décalage de 18 cm. Ça exprime directement la profondeur d'enfouissement de la paléointensité. Ça, c'est une grande inconnue en paléointensité qui peut être un grand problème et je vais vous en discuter un peu plus par la suite. Donc, à long terme, ici, on a un enregistrement cosmogénique. Donc, c'est une compilation d'enregistrements de BE ratio qui est exprimé ici en données standardisées. Et vous avez ici les couleurs chaudes, le rouge ici, qui va exprimer beaucoup plus de production du beryllium 10, donc lié à des moments dipolaires plus faibles. L'inverse, les couleurs bleues vont exprimer ici des moments dipolaires plus forts. Donc on voit bien que la dernière inversion de polarité s'exprime par une surproduction très nette. Deux autres inversions ici se montrent aussi par des surproductions. Si c'est le Cobb Mountain, j'en parlerai pas. Ce qu'on voit de façon intéressante ici, ça c'est une donnée d'inclinaison dans une carotte marine avec des taux de sédimentation de l'ordre de 8 cm par millier d'années, ce qui est quand même relativement important quand on s'intéresse au temps long. On voit que ces excursions qui normalement sont définies stricto sensu par la direction ne montrent pas des déviations de la direction, donc ce signal directionnel est complètement lissé dans l'enregistrement paléomagnétique. Par contre, on voit que systématiquement, tous ces pics ici sont corrélés avec des excursions qui sont connues par ailleurs par d'autres enregistrements. Donc là, on voit que ces données-ci nous permettent d'avoir une information sur la distribution de ces excursions et de pouvoir quantifier la fréquence de ces excursions dans le temps et aussi leur amplitude. Ici, je vous montre, évidemment, ici, il n'y a pas de données de paléointensité, donc pour bien vous montrer que ça correspond à une paléointensité et un signal de la géodynamo, je compare ces données ici pour les 900 000 dernières années avec une compilation de paléointensité relative. Donc, on s'attend à voir, en compilant plusieurs paléointensités relatives, à exclure les artefacts environnementaux et les composantes non dipolaires pour garder un signal dipolaire, donc le virtual axial dipole moment ici, qui est lié évidemment, qui est la même chose que le moment dipolaire, peu de choses près. Donc, on voit effectivement que chacun de ces pics ici correspond à un creux de la paléintensité. Alors, si on n'est pas convaincu, si on se dit oui, mais dans les paléintensités relatives, elles sont aussi liées au type de sédiment, donc peut-être que là, il reste encore effectivement des composantes environnementales. Ici, je vous montre l'aimantation du plancher océanique dans une zone du sud-est Pacifique. Donc là, clairement, le plancher océanique ne peut pas être contaminé par des composantes environnementales et on voit effectivement que ces anomalies ici correspondent effectivement à ces surproductions du beryllium 10. Donc, on a réellement un signal de la géodynamo ici contenu dans nos enregistrements de BE ratio. Donc, on va pouvoir utiliser ça pour calibrer. Alors ici, je vous ai montré sur 850 000 ans. Oups, pardon. Sur 850 000 ans, ici, vous avez trois couleurs différentes. Je vais vous montrer les rouges et les vertes par la suite. Mais vous avez ici seulement deux carottes. Donc, la compilation est dans les stacks, on aime avoir plusieurs carottes pour vraiment être sûr d'extraire la composante de production pristine. Néanmoins, vous avez ici les variations de production en termes de taux de production. Si on les compare aux productions à l'Holocène moyen, ici, on voit effectivement qu'on a une grande variabilité et un doublement, presque un doublement de cette production durant certaines excursions et évidemment durant la dernière inversion de polarité. Alors ça, c'est évidemment important sur les archives sédimentaires. Ça nous permet d'avoir une information sur ces variations du champ. Mais aussi, on peut aussi, grande avancée, grand intérêt du beryllium 10, c'est récupérer ces données dans les carottes de glace. Alors ici, vous avez pour le Lachant et pour la dernière inversion, des carottes de glace en bleu ici, en bleu foncé, c'est Epicadum C, et en bleu clair ici, c'est Greenland Summit.
donc au Groenland. Donc vous voyez que bon an mal an, on a une augmentation globale, un doublement de cette production ici, tant dans les carottes marines, dans les stacks marins, en rouge et en vert ici, c'est des stacks marins, que dans ces carottes de glace. Donc on a un proxy pour reconstruire les variations d'intensité du champ magnétique terrestre dans les sédiments marins. C'est intéressant en complément effectivement et pour améliorer la paléintensité relative, mais surtout aussi, je dirais pas surtout, mais aussi dans les glaces, information nouvelle. Alors ici, ce qu'on voit, c'est cette augmentation globale, elle est aussi importante au niveau du lâchant. Elle a un impact sur l'horloge radiocarbone. Je promets, je ferai une toute petite intrusion ici pour le radiocarbone. Je laisserai les détails pour le prochain exposé. Mais c'est intéressant parce que ce doublement, on le constate aussi sur la dérivée première de Intcal 20, la dernière mouture de la courbe de calibration ici. Et ça a une implication sur l'horloge radiocarbone, puisque l'horloge, elle va avancer plus vite durant cette période-ci, simplement puisqu'on a beaucoup plus de carbone 14 dans l'atmosphère, l'horloge radiocarbone va avancer plus vite, et ça a un impact sur les datations. Et ici, je sais que les gens aiment les crânes, donc je vais montrer ici des crânes d'Homo sapiens et Néandertal et les datations. Et on voit le lâchant est ici, et on voit que les calibrations vont avoir des sens opposés autour du lâchant, et ça c'est directement lié finalement à variation d'intensité. Donc la géodynamo autour du lâchant dilate le temps carbone 14. Je vous ai parlé beaucoup de paléointensité relative et de BE ratio. Alors je pense que la plus-value la plus importante ici, c'est de coupler du paléomagnétisme, donc mesures géophysiques sur les sédiments, et la géochimie, pardon, parce que c'est deux approches qui sont indépendantes, qui n'ont pas les mêmes incertitudes, qui peuvent être mesurées sur les mêmes échantillons, donc sur les mêmes échantillons sédimentaires en continu, on peut avoir des informations complémentaires. Et ce que vous voyez ici, finalement, c'est la paléintensité relative en bleu et en rouge, le BE ratio. Alors, l'échelle est inversée pour le BE ratio, donc la surproduction est vers le bas. Alors, en termes de beryllium 10, ce n'est pas complètement logique. En termes d'intensité du champ, c'est relativement logique. Les échelles sont des échelles standardisées pour comparer les deux. Et on voit que les deux, finalement, se comparent assez bien, à part quelques endroits qui peuvent être liés à des artefacts d'enregistrement, liés par exemple à des couches sédimentaires problématiques qui n'ont pas été identifiées. Surtout, ce qu'on voit, c'est des profondeurs d'enfouissement. Je vous ai déjà parlé de ça pour la carotte ici. Ici, des profondeurs d'enfouissement pour ces deux carottes qui sont de l'ordre de 14 à 20 cm ici, pour une carotte principalement argilo-silteuse, et de 6 à 12 cm pour une carotte principalement avec des carbonates pélagiques. Ça se traduit, si on passe dans le domaine temporel, à des écarts de 3 à 5 milliers d'années ou 5 à 10 milliers d'années. Ça, c'est très important comme déphasage si on s'intéresse à la fréquence des variations. Simplement ici, un autre exemple à plus long terme. Ici, on va jusqu'à plus ou moins 4,4 millions d'années. Ici, c'est toujours en termes de profondeur. Hein. Donc, vous voyez ici, c'est le cycle d'inversion. Ici, le Matuyama, donc c'est la dernière période inverse. Et toujours les mêmes couleurs ici. Donc, même chose sur plus de 100 mètres de carottes. Ça ici, c'est un enregistrement au large de la Californie. C'est ODP 1021, donc c'est des carottes des missions IODP. Vous voyez que ces deux courbes se ressemblent vraiment très très fort pour la plupart des enregistrements. Donc ça, c'est intéressant, ça va nous permettre d'obtenir une information sur le temps de verrouillage de l'information paléomagnétique. Et ça, c'est lié vraiment au temps d'enfouissement de cette aimantation détritique. Donc, je vous ai dit, ça a un impact sur la durée. Hein. Donc, on voit qu'on a une aimantation qui va être déphasée. Donc, si on veut travailler sur le phasage et si on se pose la question de la fréquence de la géodynamo, on voit là, ici, l'impact de nos travaux ici sur ces questions. Notamment ici, c'est un exemple pour la dernière inversion de polarité. On a 11 000 ans de décalage et on voit effectivement que si on ne prend pas en compte ces 11 000 ans de décalage, ça a un impact sur la géochronologie, mais ça a un impact encore plus profond sur notre compréhension finalement des processus et des durées et des taux de variation du champ, ce qui nous intéresse particulièrement. Surtout si on travaille évidemment à haute résolution. Alors, les calibrations des enregistrements de BE ratio, ils vont aussi être importants, outre les durées, les déphasages, pour quantifier les amplitudes des variations du champ magnétique terrestre. Hein, je vous ai dit, le paléomagnétisme marin nous permet d'avoir des amplitudes relatives qu'on peut calibrer, mais ça reste une calibration
qui a ses avantages et ses défauts. Ici, l'intérêt, c'est de proposer une calibration complémentaire. Ici, il y a deux méthodes de calibrer ces enregistrements de BE ratio, soit en utilisant un modèle, ici c'est la courbe bleue, soit en utilisant des données de paléointensité absolue, ici c'est les points ici en vert, avec la ligne ici en vert. Ça nous permet d'avoir deux approches, et on voit ici que pour l'intervalle 60 000 ans, on obtient ici une variabilité en termes d'intensité du moment dipolaire. On retrouve notre unité ici, 10 exposant 22 ampères par mètre carré, avec le lâchant ici, il y a 41 000 ans. Donc, on utilise cette méthode pour revenir sur le premier exemple d'une carotte ici au nord de la Papouasie. On a toujours notre enregistrement de paléointensité. Le BE ratio qu'on a calibré en termes de moment dipolaire, on a shifté de 18 cm pour prendre en charge cette profondeur d'enfouissement du signal paléomagnétique. Et on a effectivement ici, finalement, ces deux courbes qui se ressemblent relativement bien, sauf ici pour l'attaque du lâchant, donc la diminution du lâchant, on voit qu'on a une diminution beaucoup plus abrupte. Donc ça, c'est important si on s'intéresse au taux de diminution. Est-ce que c'est plus lissé ou pas? Donc ici, probablement, c'est plutôt le paléomagnétisme qui va lisser le signal du champ. Alors, ici, pour la dernière excursion, le lâchant, et la dernière inversion de polarité, le Bruns-Matsuyama, on peut appliquer ces calibrations sur les stacks, les compilations de BE ratio, ici en rouge, avec les deux méthodes que je vous ai montrées. Alors ici, on compare avec, en bleu, c'est des compilations de paléointensité relative calibrées. Et en grisé et en noir, ici, vous avez des modèles qui sont basés sur effectivement une série de données aussi. Donc, pas exactement le même type de méthode de calibration, des méthodes de calibration différentes. Ici, ce que vous avez ici, ce rectangle jaune ici, ce sont toutes les valeurs qui viennent des coulées de lave transitionnelles. Et ces coulées de lave transitionnelles nous donnent une valeur de l'ordre de 2 à plus ou moins unités. À savoir que pour l'instant, on est à plus ou moins 7,8, un peu moins actuellement. Donc ça vous donne une idée de la diminution effectivement de l'intensité de ce moment dipolaire pendant les excursions et les inversions. Alors, ce qui va être intéressant ici, c'est de pouvoir comparer les deux, de pouvoir comparer les amplitudes et la dynamique, notamment entre le lâchant et l'inversion ici. On voit qu'on a une diminution de l'intensité beaucoup plus rapide, avec une asymétrie entre la phase pré-excursionnelle et post-excursionnelle, donc qui ne retrouve pas des intensités qui existaient au préalable. On voit ici aussi qu'entre les méthodes, la méthode ici, le BE ratio calibré et les modèles, on a une différence d'amplitude qui est très significative. Alors ça a un impact majeur, effectivement, si on veut comprendre d'où on vient et où on va, notamment pour la prédiction du champ, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, si on compare aussi avec les inversions, on voit qu'on a une dynamique différente. Donc ça soutient la question de est-ce que les processus qui déclenchent les excursions et les inversions sont les mêmes ou pas. Ça, c'est une question qui est toujours ouverte dans le domaine ici. Ces résultats-là semblent démontrer l'inverse, mais c'est toujours évidemment des premiers résultats. Vous voyez ici effectivement la période pré-événementielle qui est différente. Alors, ces résultats-là, ils sont sur des enregistrements à basse résolution qui sont stackés, donc on a aussi une perte d'informations. Alors, si on va s'intéresser à des enregistrements de très haute résolution, alors là, le problème, c'est que si on a des très forts taux de sédimentation, ils sont susceptibles de varier très fort, d'être très fort impactés par les variations environnementales. D'où l'intérêt de coupler les deux méthodes. Et ici, c'est l'enregistrement Shiba, donc qui est maintenant le GSSP, donc le Global Stratotype Section Endpoint pour le Pléistocène inférieur et moyen, donc qui est au Japon. On voit ici la dernière inversion de polarité qui est exprimée avec la paléintensité relative en bleu ici et par le BE ratio calibré ici en rouge. Et vous voyez que les deux courbes sont relativement similaires et on voit qu'on a une asymétrie avec une diminution du champ relativement forte, une stabilisation, une deuxième phase de diminution du champ, là où intervient l'inversion, une période où le champ est relativement complexe, et un rétablissement progressif avec une reprise très rapide du champ. Donc, pas exactement ce qu'on voit dans les stacks ici à basse résolution.
Donc ça supporte un modèle asymétrique, effectivement, aussi du champ. Donc ça, c'est très important. Ces données-là peuvent être très importantes pour comparer avec les modélisations, puisqu'elles viennent ici d'un enregistrement qui est déposé très rapidement, donc plus de 90 cm par millier d'années, hein, pour la dernière inversion de polarité. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. La plupart des enregistrements de cet âge-là sont de l'ordre de 5 à 10 cm par millier d'années, parfois un peu plus, mais rarement plus. Ça nous permet aussi de travailler sur la dynamique du champ magnétique terrestre, donc des différentes phases successives d'inversion de polarité. La question ici, c'est est-ce que les mêmes causes entraînent les mêmes effets? Est-ce que chaque inversion est déclenchée par les mêmes processus? Est-ce que chaque inversion a la même signature finalement? Donc ici, c'est toute une succession d'inversions avec, je vous ai montré avant la Bruns-Matsuyama. Ici, on a Olduvai, on a Réunion, Matsuyama-Gauss, toute une série d'excursions où je vais en bleu comparer, en bleu, la paléintensité relative calibrée et en rouge, toujours une fois, le BE ratio calibré en termes de moment dipolaire. Donc, on a en noir l'angle de renversement du champ et les couleurs bleues et rouges ici, les moments dipolaires, et on constate qu'à chacune des excursions, on a une diminution du champ magnétique terrestre. Donc ça, c'est relativement important, et c'est relativement important pour comparer. Donc un des travaux ici, là c'est des résultats qui sont tout récents, c'est d'arriver à comparer tous ces enregistrements pour voir si elles ont des signatures similaires ou non et comprendre pourquoi. Alors à long terme, c'est aussi intéressant de comprendre les variations, soit pré-excursionnelles. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des longues tendances à une diminution puis un rétablissement rapide, ou est-ce que le champ est complètement stochastique? Est-ce qu'on a des périodes de champ plus forts, des périodes de champ moins forts, etc. Dans la littérature, on a beaucoup d'hypothèses différentes qui sont en fait issues de bases de données qui sont attachées de beaucoup d'incertitudes. Alors là, je ne vous ai pas montré les données d'intensité absolue de lave, parce que là, il y a des données qui vont dans tous les sens. Donc, on ne voit pas grand-chose. Ce que j'ai pris ici, c'est deux courbes de référence qui sont les PISO et les SINT, que j'ai un peu agrémenté, que j'ai un peu allongé vers les temps longs. Ici, on a 4,5 millions d'années et l'actuel est ici. En rouge, ici, vous avez mes compilations, des compilations de toutes les données BE ratio que j'ai compilées ces dernières années, calibrées. Et donc le grisé, c'est la différence entre le PISO et le SINT ici. Donc la bande grisée, c'est les incertitudes finalement entre ces deux familles de reconstruction. Donc on voit que bon an mal an, ici on est relativement bien, et puis ici on a des incertitudes importantes. Donc ça c'est vraiment très très excitant. Puis ça nous permet de nous poser plein de questions. Est-ce que c'est nous qui ne sommes pas bien calibrés? Ce qui est possible, puisqu'ici, il n'y a qu'un seul enregistrement, donc on veut toujours avoir plusieurs enregistrements. Est-ce qu'on a des composantes environnementales qui nous décalent un peu en amplitude et qu'il faut encore soustraire? Ça, c'est des grandes questions qu'on a actuellement, sur lesquelles on travaille. Mais notamment, ça nous permet de traiter des groupements statistiques. Donc, notamment ici, si on travaille sur le Bruns, moi j'ai travaillé beaucoup sur le Bruns ici, on a des périodes où le champ en moyenne est plus faible, et l'intensité du champ est plus faible, et on a une occurrence de beaucoup plus d'inversions. Donc il semble avoir un lien entre l'intensité moyenne du champ et la fréquence des excursions. Alors une des grandes questions, c'est est-ce qu'on a aussi ce lien avec la fréquence des inversions? Et il semble que ce soit le cas, mais les résultats sont actuellement sur les bases de données ne sont pas complètement clairs à ce propos. Donc c'est des grandes questions qui taraudent la communauté paléomagnétique. Donc si on compare ces amplitudes et ces variations à long terme avec la dernière excursion, on voit ici qu'on a une décroissance de l'ordre de 2 unités par millier d'années et une récupération de l'ordre de 1,6 millier d'années. Ici, on vient jusqu'à l'Holocène. Alors, je vous ai montré ça, puisqu'on se pose la question du devenir du champ, et notamment lorsque l'on mesure depuis 1000 ans, ici c'est les points rouges, c'est des données de BE ratio calibrées, on voit des données de 3 unités par millier d'années, donc beaucoup plus important que ce qui précédait toutes les excursions et les inversions que je vous ai montrées préalablement. Alors ces données-là, elles sont corroborées par des données d'archéo-intensité. Ici, c'est des compilations par Genève et al., donc du VADL, donc depuis 3000 ans. Et ce qui est intéressant de voir, c'est, je vous ai parlé tout à l'heure des mesures, des données qui étaient mesurées dans les observatoires ici. Alors l'échelle ici est la même.
On voit que depuis 100 ans, on a perdu 0,5. Donc, clairement, c'est beaucoup plus rapide depuis 100 ans que ce qu'on mesurait ici. Alors, une des grandes questions, c'est est-ce qu'on est dans un cadre de variation normale ou pas, notamment si on poursuit ce taux de chute dans 2000 ans, on devrait atteindre, de 2000-3000 ans, on devrait atteindre un champ nul. Évidemment, c'est une extrapolation linéaire et le champ magnétique terrestre est tout sauf linéaire, donc c'est difficile de pouvoir faire ça. Donc on a besoin de ces reconstitutions paléo pour confronter ces données-là et essayer d'anticiper les variations à venir. Alors, on est dans un après-midi de géochronologie. Je vous ai parlé du beryllium 10 et je ne vous ai pas mentionné le fait que c'était que le beryllium 10 décroissait. Donc, il a ici les deux papiers de 2010 qui ont calculé qui ont mis à jour son taux de demi-vie, de l'ordre de 1,387 millions d'années, avec l'incertitude à 12 000 ans ici. Alors, dans la carotte IEDP 1021, ici, j'ai reproduit toutes mes données de beryllium 10 sur BE ratio, sauf que la seule différence ici, c'est que je n'ai pas corrigé pour la décroissance radioactive. Et ce que vous voyez en rouge ici, c'est le fit exponentiel de ces données. Et ce qui me permet, en calculant l'équation de ce fit, de trouver un temps de demi-vie sur cette carotte-là, sur ces données, en excluant les données qui sont clairement liées aux phases d'inversion, un temps de demi-vie de 1,408. Donc, c'est à 21 000 ans près. Donc, si on prend en compte cette incertitude-là et toutes les incertitudes, les petites incertitudes ici, les incertitudes sur l'âge, on est complètement dedans. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. Et donc, c'est une méthode qui peut être appropriée pour dater des sédiments jusqu'à 12 millions d'années. Ça a eu lieu 12 à 15 millions d'années. Ça a été appliqué dans l'Arctique. Et moi, je l'ai appliqué dans des carottes récemment. C'est au Brésil. Ça, c'est un cratère d'impact au sud de Sao Paulo, Colonia, où on a fait des forages. Donc, on est dans la forêt atlantique, donc très intéressant biome. Et ce qu'on voulait, c'était récupérer des carottes pour étudier les variations paléoclimatiques. Moi, mon travail là-dedans, c'était de faire la magnétostratigraphie, la paléoclimatisation, la paléoclim, pardon, et paléomagnétie, les mesures paléomagnétiques, pardon, excusez-moi. Donc, quand on a récupéré les carottes, ici, on voit des très belles carottes avec des très belles figures ici de cheminées sédimentaires. Alors ça, c'est absolument pas quelque chose qu'on veut voir quand on récupère des carottes, puisque ça, c'est un artefact de sédimentation. Donc, beaucoup des carottes qu'on a récupérées ressemblaient à ça. Donc, très difficile d'obtenir une information en continu. Donc, pour le paléomag, c'est très compliqué. Donc, ici, vous avez en blanc, c'est tous les enregistrements qui sont complètement les sections vides ou les sections qui ne sont pas bonnes. Ici, en brun, vous avez les sections qui étaient fiables, mais en faisant le paléomagnétisme de ces sections-là, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'enregistrements qui étaient pas bons. Et donc, pour quand même essayer d'obtenir une information, tirer une information chronostratigraphique, géochronostratigraphique de ces données-là, j'ai fait quelques BE ratios et j'ai pris en compte la décroissance radioactive, ce qui m'a permis d'obtenir un modèle d'âge qui vaut ce qu'il vaut, avec une incertitude relativement grande et qui permet quand même d'avoir une information sur l'âge de ces 50 mètres de sédiments ici et qui permet aussi par extrapolation de calculer l'âge de l'impact météoritique ici entre 5,3 et 11,2 millions d'années. Ça, c'est très important parce que ça vient vraiment soutenir ici un projet de forage, de forage ICDP, pardon, puisque ce site est particulièrement important et ça remet totalement ça rebrasse les cartes puisqu'il existait dans cet enregistrement que des carottes de surface qui donnaient un âge maximum quaternaire. Donc ici, on voit que c'est quand même beaucoup plus vieux. Alors même si l'incertitude est grande, on obtient des âges beaucoup plus vieux. Une autre application, et je finirai là-dessus, c'est mieux dater des objets insolites. Ici, c'est des nodules polymétalliques qui ont été récupérés dans le Pacifique profond. Ici, vous avez une photo du fond du Pacifique, à l'endroit où on a récupéré ces nodules. Alors, tous les petits points ici noirs que vous voyez, c'est des nodules. Vous avez ici un des nodules sur lequel on a travaillé. On a coupé. Ici, on a fait une coupe de ce nodule. Et on a fait une datation. Donc, ce nodule va croître progressivement dans l'eau de mer. Il va absorber
ces propriétés de l'eau de mer, et donc le BE ratio qui est dans l'eau de mer, qui dissout dans l'eau de mer. Et même chose, par décroissance radioactive, on va récupérer ici un modèle d'âge. Alors on voit que le modèle ici est relativement bon, jusque 12 mm. Et ici, près du noyau, ici, du nucléus de ce nodule, on voit que ça commence un peu à se décaler. Ça, c'est aussi lié aux impuretés qui sont au milieu du nodule sur lesquelles va croître ce nodule. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce nodule, on a fait du paléomag aussi à très haute résolution ici, et en comparant ces âges magnétostratigraphiques avec le beryllium 10, le BE ratio, on arrive à avoir deux géochronologies qui sont très similaires. Donc, des approches encore complémentaires pour la géochronologie. Ici, en résumé de ma présentation, j'espère vous avoir montré une application originale qui permet d'utiliser de la géochimie pour reconstituer des variations de mouvements dipolaires, donc travailler sur les variations du champ magnétique terrestre et proposer des inventaires, des variabilités de ce champ. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur les excursions et sur les inversions, qui sont vraiment des chutes très importantes de l'intensité, donc qui vont produire des surproductions massives. Et un des grands enjeux, ça va être de voir si on peut aussi utiliser ce BE ratio pour travailler sur les variations de plus faible amplitude. Ça, c'est pas encore sûr, c'est pas encore complètement gagné là-dessus, parce qu'on là, on a potentiellement des variations minimum de cette production qui sont difficiles à mettre en évidence. Ce beryllium 10 ici est très important pour comprendre les mécanismes de l'acquisition de l'aimantation rémanente détritique. Donc ça va améliorer le paléomagnétisme. Alors le paléomagnétisme, le but de mes travaux n'est pas du tout de remplacer le paléomagnétisme, parce que le paléomagnétisme est très rapidement acquis. On peut faire mesurer des centaines de mètres de sédiments très rapidement, mais plutôt si on arrive à affiner notre compréhension des mécanismes de cette aimantation, on pourra améliorer l'interprétation de ces résultats. Ça permet aussi d'obtenir des calibrations indépendantes pour le moment dipolaire, et ça, c'est des informations importantes pour calibrer les chronomètres cosmogéniques. Donc, je vous ai dit, un des enjeux et défis, c'est vraiment améliorer la méthode pour identifier et extraire des composantes climatiques qui sont probablement encore inclus dans ces BE ratios qui n'ont pas été totalement normalisés, et pour vraiment affiner, encore une fois, ces reconstitutions paléo. Donc, je vous remercie. Merci Quentin. Je dirais que les paléomagnéticiens ont filé les clés aux géochimistes et ils ne savent pas l'erreur qu'ils viennent de faire. Merci. Deux questions de Pierre-Henri Blard pour commencer. Pierre-Henri, vas-y. Salut Quentin, merci beaucoup, c'était génial. Je suis impressionné par le volume de données que tu arrives à produire et puis par la qualité de ta synthèse, c'est hallucinant. Mais quand même, tu as soulevé des interrogations. La première, elle est plutôt d'ordre méthodologique. Tu sais qu'il y a une communauté importante du beryllium atmosphérique qui utilise les variations 10 sur 9 otigéniques pour tracer les taux d'altération. L'idée étant qu'à champ magnétique constant, le beryllium 10 atmosphérique ne change pas, et que plus tu altères les silicates, plus tu mets du beryllium 9. Non, ça, c'est toute l'école de Potsdam avec von Blockenburg. Donc j'imagine que c'est ça la composante environnementale dont tu parles, mais quand même, j'ai compris qu'en utilisant plusieurs carottes, loin des sources, tu devais t'en sortir, mais comment tu fais pour appréhender cette source de variabilité, ce degré de liberté supplémentaire? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, ça concerne ton stack impressionnant sur plusieurs millions d'années. Je serais très curieux de voir si tu as fait une transformée de Fourier ou une analyse par ondelette pour sortir d'éventuelles fréquences. Une fois qu'on a enlevé la haute résolution, est-ce qu'il y a un cycle de 100 000 ans qui sort? Et là, j'ai en tête ces hypothèses sur la taille des calottes qui peuvent modifier la répartition spatiale des moments d'inertie, de rotation de la Terre, et donc la dynamo. J'avais entendu parler de ce genre d'hypothèse, bien que ça n'avait jamais été prouvé avec des mauvais enregistrements paléomag. Est-ce qu'avec le beryllium, on peut voir ça? Alors oui, je l'ai fait. Réponse à la deuxième, oui, je l'ai fait. Je ne l'ai pas montré ici. Ça, c'est vraiment un papier. Je pense même que s'il y a des co-auteurs dans la salle, ils n'ont pas vu ça. Donc, je l'ai fait. Et on voit des choses sortir. Effectivement, le problème de 100 000, c'est ici, on est sur du pluvieux quand même. Donc, on voit des choses à 100 000, on voit des choses à 41. Une des grandes questions, et c'était, je pense, c'était
un des projets, c'était une des questions scientifiques qui soutenait le projet Magor qui avait été proposé par Nicolas Touveny et que Nicolas avait mené à bien. Très intéressant, c'était effectivement d'essayer de voir si on avait des variabilités orbitales et si on retrouvait des variabilités orbitales. C'est une des hypothèses sur les taux de variabilité, l'occurrence de ces excursions et de ces inversions, en considérant que ces paramètres orbitaux vont modifier l'inclinaison de la rotation de la Terre et donc potentiellement impliquer des modifications dans la circulation dans le noyau. Ça, c'est une des grandes questions qui n'est pas répondue actuellement. Là-dedans, je retrouve des fréquences à 100, à 100 000, à certains endroits, à 41 000 à certains autres. Donc ça, c'est en cours, effectivement. Pour la première question, c'était… Ah oui, alors le stacking. Techniquement, le stacking, c'est une méthode qui est intéressante pour récupérer le signal commun de chacun des enregistrements. Alors, une des autres méthodes sur lesquelles on travaille actuellement, c'est plutôt des modèles qui vont essayer de comparer. Là, il y a un papier d'étudiante, enfin l'ancienne étudiante, maintenant elle est docteur, de Jean-Pierre Vallée sur comparer des enregistrements du même événement. Donc là, comme on a fait beaucoup d'enregistrements de la dernière version on compare. Donc techniquement, on devrait avoir le même signal partout. On constate qu'on a des amplitudes relativement différentes entre les différentes carottes. Donc ça ne peut pas être lié à un taux de beryllium différent. C'est nécessairement lié à des amplitudes, pas des amplitudes, mais des apports différents. Et donc ça, on peut essayer de le quantifier. Donc là, notamment, ce qu'on arrive à montrer, ce que Tatiana arrive à montrer, c'est deux types d'apports différents. Un facteur additif, donc qui va dépendre du site, donc qui va pas impacter sur le signal, le positionnement stratigraphique de l'enregistrement beryllium 10, mais qui peut impacter sur l'amplitude locale. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre compte et on arrive à l'extraire en comparant les enregistrements des mêmes événements. Alors ça, c'est quelque chose que je pourrais faire effectivement à long terme, et ça nécessite d'avoir au moins 1 ou 2, 3 enregistrements de la même période, donc qui enregistrent la même chose, et de comparer les amplitudes, les différences d'amplitude, et de travailler là-dessus pour extraire des composantes environnementales, notamment liées à ces apports et à différentiels liés à l'érosion. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles. Ouais. Mais en termes de relatifs, on est déjà vachement bon. On est vachement bon en termes pour les excursions et pour les inversions. L'impact de ces travaux-là, c'est vraiment sur les périodes où le champ est en position normale ou inverse. Donc en champ moyen, en champ fort. Et là, c'est plus compliqué de reproduire des variations précises là-dessus. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Vous prenez la parole, n'hésitez pas. Alors, je prends la parole. Tu peux remettre le transparent juste avant, s'il te plaît, Quentin? Encore avant. Oui. Donc, on ne peut pas aller, a priori, au-delà de 12 millions d'années. Non, comme il décroît, on ne peut pas. Voilà. J'imagine aussi que plus les âges sont avancés, plus bon, il y a de beryllium 10, donc plus la précision sur le rapport isotopique devient mauvaise. Ouais. Et donc, la question que je me pose, c'est jusqu'où tu peux aller en termes de reconstruction, intensité, etc. Et surtout, et en parallèle, quelle va être la barre d'erreur? Par exemple, à 4 millions d'années, l'erreur est dans le point toujours, ou est-ce qu'il faut… Oui, l'erreur, elle est minime. Là, je ne l'ai pas rajouté, sinon on ne voit plus rien. Oui, l'erreur, elle est… En fait, le gros avantage de l'Atmo par rapport à tous mes copains de l'Institut, c'est qu'on a quand même des concentrations, grâce à Aster, grâce aux mesures d'accélérateur, on arrive quand même à partir de très faibles concentrations à récupérer du signal. Donc, notamment, le comptage, ce qui est important, c'est de compter les atomes qui vont arriver. Et même mes enregistrements les plus vieux, on arrive à compter un nombre suffisant de beryllium 10 relativement rapidement, et même beaucoup plus rapidement que pour l'Institut. Donc là, on est encore tout à fait correct, il n'y a aucun problème. Je ne suis jamais allé beaucoup plus loin. Il y a des papiers qui vont jusqu'à 12 millions. On arrive encore à avoir des choses intéressantes à 12 millions. Après, effectivement, ça va encore faire varier. Là, probablement, on va avoir des incertitudes.
Je ne suis pas convaincu parce que je pense qu'on arrivera toujours à mesurer du beryllium 10 jusque-là. On a un facteur entre l'in situ et l'atmosphérique, on a un facteur 1000 de différence en concentration. Donc, je pense qu'on sera encore capable de mesurer des choses. Alors, ça dépend aussi des enregistrements sédimentaires. Si c'est des carottes très carbonatées, elles vont absorber moins de beryllium 10, donc il y aura moins de beryllium. Si c'est plutôt argileux, il y a plus de beryllium. Donc là, il faut évidemment cibler des enregistrements différents. Et donc, ton objectif à 20 ans, c'est quel âge? C'est à mon avis 10 millions, parce que si on arrive à avoir 10 millions, déjà, il y a des choses intéressantes au niveau fin Miocène. On a des fréquences d'inversion qui sont beaucoup plus grandes. Donc, une des grandes questions, c'est de se dire, est-ce que l'intensité moyenne du champ est liée à la fréquence des inversions? Autrement dit, est-ce qu'on a, notamment, ça c'est une des choses sur le supercon du Crétacé, qui est un espèce de supercon pendant 40 millions d'années, avec un champ relativement fort, des données qui sont relativement partielles, mais il n'y a aucune inversion pendant 40 millions d'années. Donc, pourquoi? Par série, on a d'autres périodes où les champs sont beaucoup plus, s'inversent de façon beaucoup plus récurrente. Donc là, si on arrive sur 10 millions, on a ces périodes de champs plutôt forts, plutôt faibles, et on arriverait à voir ce lien. Donc ça, c'est une des questions qui est hyper intéressante, puisque évidemment, elle nous donne une information sur ce qui se passe sous nos pieds, quoi. Pierre-Henri a écrit dans le chat, on arrive à dater des objets de 18 millions d'années avec le couple beryllium 10 néon 21 en in situ. Donc, peut-être qu'avec l'atmosphérique, on peut même aller au-delà de 20 millions d'années. Ben, tu vois, moi, c'est toujours le truc où je me dis, je suis conservateur, je me dis, bon, 10 demi-vie, donc là, on pourrait aller jusqu'à 14. Si je fais 10 demi-vie, bon, 14, est-ce qu'on peut faire plus? Ouais, mais comme tu l'as dit, ça dépend du C0. Ouais. C'est le rapport C0, limite de détection de la machine. Plus le C0 est grand, plus ta machine détecte bas et mieux, plus tu peux aller loin. Et comment... Je te dis, on arrive à mesurer du beryllium qui n'a pas vu, dans des objets qui n'ont pas vu le rayonnement cosmique depuis 18 MA, en in situ, comme tu l'as dit, c'est 1000 le facteur. Donc, c'est optimiste. Après, tu as raison, il y a plein d'inconnus sur le taux de production au Miocène, c'est sûr. Après, l'idée, je pense, le but vraiment, c'est ça sert à rien de vouloir aller plus vieux pour vraiment avoir quelque chose. Je préfère avoir 2 ou 3 enregistrements de la même période, pouvoir travailler sur la différence, pour extraire un signal de variation d'intensité vraiment pristine, donc vraiment lié au champ, sans composante environnementale rémanente, je dirais, qu'aller à 20 millions, un truc parce que ça demande beaucoup de boulot quand même, tu veux faire ça. Donc là, on a beaucoup de données, ça fait beaucoup de travail, c'est des choses vraiment passionnantes. Bon, il faut cibler un peu les questions, et à mon avis, à 10 millions, on a déjà des variations, des différences de variations de fréquences qui sont très importantes. Mais oui, en théorie, on pourrait... Notamment, je pense que c'est intéressant sur la datation. On l'a vu dans l'océan Arctique, alors pour les gens qui travaillent dans l'océan Arctique, moi j'avais fait ma thèse dans le bassin subarctique, c'est hyper compliqué de dater des carottes de sédiments arctiques. Martin Frank a fait sur Assex, donc sur la rille de Lomonosov, au milieu de l'Arctique, du beryllium 10, et en faisant la décroissance, il a fait un modèle d'âge qui tient hyper la route et qui est super propre. On arrive à avoir des modèles d'âge qui sont dans ce genre de milieu, donc c'est pas très utilisé encore, mais moi ce que j'ai fait par exemple à Colonia au Brésil, c'était vraiment ça, c'était vraiment lié cette décroissance radioactive pour trouver quelque chose dans des conditions qui étaient vraiment pas idéales. Donc dans des conditions un peu meilleures, je pense qu'on arrive à avoir quelque chose qui tient vraiment la route. Dans 16 millions, ouais. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Ok, merci. Si on a le temps, je veux bien en poser une encore, mais je suis un peu gêné de parler tout le temps. Alors une dernière question, courte. C'est un truc que je ne connais pas du tout, ça. C'est le lien avec les UV comme hypothèse qui aurait pu faire disparaître les Néandertals. Je ne comprends pas le mécanisme physique, il n'est pas direct pour moi. Alors, c'est-à-dire un petit commentaire aussi, la rigidité de coupure, elle est de 0. Elle est nulle à partir de 60 degrés de latitude. Donc pour moi, le champ magnétique, il ne nous protège pas du rayonnement cosmique de haute énergie. Il nous protège effectivement du vent solaire, mais au-delà de 60, on prend toutes les particules cosmiques de haute énergie, ça c'est sûr. Ouais, mais tu as le rôle de l'atmosphère aussi qui va... Bien sûr, c'est l'atmosphère le bouclier majeur. Mais alors, pour les UV, j'ai jamais bien compris le lien évoqué dans le papier. Si vous nous expliquer. Écoute, je l'ai mis parce que c'est un truc... je sais que les gens adorent l'anthropo, donc c'est super. On voit des papiers toutes les semaines dans Nature, dans Science, ce genre de trucs.
Mais j'y crois pas trop non plus. En gros, ça serait lié à des mutations, des taux de cancer un peu plus importants, notamment sur le Néandertal, qui aurait les Le lien pigments. entre champ magnétique et UV. Ah, mais c'est la diminution de ce champ, pratiquement l'annulation au niveau du lâchant, donc qui permettrait de tout laisser passer, quoi, finalement. C'est ça le lien qui est proposé dans ces études. Tu vois. Bon, on va vous laisser tout ce qu'il y a à l'article pour vous convaincre que c'est solide ou pas. Je ne suis pas convaincu que ce soit solide, moi. Je propose 5 minutes de pause, ça vous convient à tout le monde? Et on reprend. Lisa, tu veux faire une chatroom en parallèle? Non, ça va. J'ai besoin d'une pause aussi. Alors, pause pour tout le monde. On vous retrouve dans 5 minutes maximum. Merci. Tout de suite.